Ah, d'accord. Ben, je vais présenter Nicolas et dire merci à M. Oh non, je vais Armel. faire une petite présentation, regarde. Très bien. Vas-y. Alors, il faudra juste parler un petit peu fort, voilà, tout simplement. Il faut parler dans le micro? Oui, c'est mieux, Ah bon, parce que voilà, si tu veux qu'on t'entende. bien, d'accord, non, ça peut être Si tu directionnel. Bon, ben on y va. Même plus proche du micro sur celui-là. D'accord, c'est bon? Oui, oui, ça tourne. Bon, C'est enregistré. alors bonjour pour, comme je disais, un archi parmentier particulier, puisque ce sera sur Burhoff, dans une période particulière de sa vie. C'est l'occasion aussi de découvrir les éditions Grège. On verra d'autres titres de cette maison d'édition, mais vous-même, vous en avez édité 3. Alors, quand je dis vous-même, c'est-à-dire David Frank Allen, notamment des études cliniques, hein, si j'ai bien compris, que vous avez traduit. Alors, une traduction et une mise en page, Mise en on va page. dire. Donc Jacques Postel, le compagnon imaginaire en études cliniques, et Antoine Boissène, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, du fond de la Bible, donc vous en parlerez peut-être tout à l'heure. Donc là, on va être dans une autre démarche. Je vais laisser circuler peut-être 2 exemplaires pour ceux qui ne connaissent pas. Une autre démarche autour d'un double texte, autour de Burhoff. Alors le premier, c'est Burhoff chez les nazis. Et le deuxième, avec un jeu de mots, un rappel à Freud, bien sûr, malaise dans la civilisation. Hein, civilisation et pas civilisation. Encore que ça me rappelle dans les textes de Baudelaire, qui n'aimait pas tellement la Belgique, il disait ils sont très civilisés, ils sont très syphilisés. Donc le jeu de mots était déjà chez Baudelaire. Mais là, on n'en est pas là, on est Burhoff et nazi, donc vous allez nous expliquer un petit peu ceci, et puis malaise dans la civilisation. Donc double texte aux éditions Grève. Alors Thomas Antonic, j'ai pas très bien compris ce qu'il vient faire avec Thomas Antonic. C'est vous-même? Ah non, Non. Thomas Antonic est un chercheur autrichien qui est parti enseigner aux États-Unis, qui a travaillé sur une période inconnue de la vie de Burroughs, c'est-à-dire Burroughs, à un moment donné, il a voulu s'orienter vers la médecine. D'accord. Et il n'a pas terminé son cursus de médecin, c'est peut-être aussi bien pour nous, à cause de sa rencontre, sa perception de l'idéologie nazie montante, et qui colore, du moins c'est ma théorie, toute son œuvre bien plus tard. D'accord. Et c'est une recherche formidable pour ceux qui c'est une recherche formidable pour ceux qui s'intéressent au rapport entre conscience totalitaire et littérature. Et merci beaucoup, Louis Armel, de votre accueil ici aujourd'hui. D'accord. Donc vous avez traduit le texte? Qu'est-ce que vous avez fait? Ah non, Non, moi je me suis contenté du deuxième texte, qui est une réflexion sur la décomposition de la subjectivité et Shakespeare en lumière à Burroughs avec cette idée de l'effritement ou la destruction de la subjectivité. D'accord. Vous allez parler quand même des 2 textes ou uniquement Oui, non, tous les textes. D'accord, Tous les textes. ça fait partie du même livre, mais bon, c'est donc 2 textes d'époque et d'auteurs donc très différents. Oui, voilà. oui. Alors je vous laisse le micro. Est-ce qu'il y a un micro pour 2 ou pour 3? Là, je sais pas combien. Non, il y a un micro pour. Donc, je vais présenter Nicolas Schwab. En fait, on est dans une librairie à Paris, dans le 19e arrondissement, effectivement, la lucarne des écrivains. S'il y a des gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, on a pu entendre le libraire, qui était également un voisin. Et je suis heureux d'inviter David Frank Allen, qu'on a déjà pu entendre, qui vient effectivement de sortir un livre. C'est la raison de cette venue dans cette librairie, autour et pas seulement de William Burroughs. Mais David Frank Allen, vous êtes également psychanalyste, voilà, vous avez enseigné à Rennes 2, vous êtes un spécialiste, ou en tout cas vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire de la psychiatrie, j'en reste là, et nous partageons effectivement un intérêt pour la poésie, on va appeler ça comme ça, le cut-up, William Burroughs, Brian Gazing, et puis votre précédent livre,
a fait l'objet d'une rencontre où vous m'aviez confié la présidence, donc il fallait renouer cette invitation. Et lors de cette rencontre, puisque vous êtes membre d'une école de psychanalyse qui s'appelle l'EPFCL, voilà, nous avions pu entendre la personne qui est à votre gauche, donc sur votre droite sur l'écran, qui est Nicolas Schwab, qui est philosophe, psychanalyste, qui est membre d'une autre école de psychanalyse, voilà, qui s'appelle l'école lacanienne de psychanalyse, puisque j'ai eu l'occasion d'être dans la même salle que vous, autour d'un séminaire d'une collègue à nous mexicaine qui vit. Ça fait beaucoup d'histoire. Donc la particularité, c'est cette proposition. Parler d'un livre. Nicolas, vous nous avez préparé une intervention, voilà, puisque vous vous intéressez effectivement, au-delà de la philosophie et de la psychanalyse, à ces questions de William Burroughs. Et puis après, ce sera l'occasion, pour ceux qui le veulent, d'acheter l'ouvrage, pour David de répondre à des questions, d'ouvrir aux personnes qui sont avec nous. Donc s'il y a des gens qui nous suivent en direct, on ne prendra pas des questions dans les commentaires, mais on peut trouver facilement David Frankelen, on peut facilement trouver Nicolas Schwab. Et puis après, je crois qu'on ira prendre un verre dans un lieu qui s'appelle chez Ernst, dans le 19e arrondissement de Paris, où il y aura une dream machine. Voilà. C'est tout. Nicolas, je vous demande juste d'allumer votre micro, vous savez. Pour être sûr. Puis, Ah ben c'est... il est Attends. allumé. Il est allumé. Et ben voilà, C'est parfait. bon. C'est à vous. Le micro, on rappelle l'auteur. Bon, c'est bien d'être allumé aussi. Bon, ben merci à toutes, tous ceux qui sont présents ici pour parler un peu de William Burroughs à l'occasion de la publication de ce très beau livre dans lequel il y a, je montre aussi, il y a un travail de documentation magnifique avec des planches anatomiques même, puisque le rôle de la vie dans son objectivation biologique, c'est une des choses dont je vais parler maintenant dans l'œuvre de William Burroughs. Et donc je vais dire un petit peu pourquoi je me suis remis à lire Burroughs récemment. Alors à l'occasion de la publication de ce livre et également d'un autre livre de David Frankelen, Histoire de psychose, paru l'année... Histoire de psychose, les deux au pluriel, c'est important, paru l'année passée aux éditions des forums du champ lacanien. Et également parce que je m'intéressais depuis quelque temps à un concept que François Julien avait proposé, François Julien le philosophe et sinologue dans le champ de l'addictologie, qui était le concept de désaddiction, pour essayer de penser autre chose que l'addiction, sortie de l'addiction, fin de l'addiction, essayer de penser la désaddiction comme le processus par et dans lequel un sujet arrive à penser sa vie autrement et à vivre autrement. Et William Burroughs, évidemment, sur la question de l'addiction, il en connaît un paquet, et ça m'a amené à relire son premier livre publié en 1953, Junkie, et à essayer de vous en proposer quelques traductions pour aujourd'hui. Donc je vais structurer mon propos en 3 temps, parce qu'on est en France et qu'on aime bien faire les choses en 3. Le premier temps, ce sera un commentaire rapide de ce que décrit très bien David Frankelen dans son livre, c'est-à-dire la bascule d'une forme de la subjectivité, qui est celle qu'on trouve chez Shakespeare, à cette autre forme de la subjectivité qu'on trouve chez Burroughs. Mon deuxième temps, ce sera de rentrer un petit peu dans cette question de la vie chez Burroughs et de la forme de vie. Donc je vais parler un petit peu du concept de forme de vie qui a notamment été promu par un philosophe italien, Giorgio Agamben. Et dans un dernier temps, je parlerai de cette désaddiction et du lien qu'on pourrait avoir cette désaddiction avec la question de l'écriture chez Burroughs, et en même temps, et ce sera l'occasion d'ouvrir la discussion sur la nature possiblement parasite du langage, et la question avec tout parasite, on peut être en dysbiose ou en symbiose
avec le parasite. Donc voilà, à travers la question de la vie, je vais essayer de parcourir ce chemin. Et donc la première chose qu'on peut dire d'une certaine façon en lisant Burroughs et Shakespeare à côté l'un de l'autre, c'est que chez Shakespeare, c'est to be or not to be. Donc il y a une proposition qui est divisée, soit je suis, soit je ne suis pas. Les deux ne sont pas compatibles mutuellement l'une avec l'autre. Si je ne suis pas, alors je ne suis pas, donc je ne peux pas être. Vous voyez la logique. Donc ça, c'est une logique qu'on dirait ontologique, c'est-à-dire une logique d'être ou de ne pas être. Là où, chez Burroughs, il y a une logique économique où c'est l'angoisse qui devient le vecteur d'une déstabilisation de ce qui est et de ce qui n'est pas. Et il ne s'agit pas de voir cette angoisse comme un affect qu'il faudrait pathologiser. Il faut plutôt le voir comme une donnée. Et la façon dont David Frank-Allen évoque cette donnée, c'est au niveau très précis de l'objet de consommation. Puisque dans l'équation de l'addiction, il y a une égalisation entre le sujet qui consomme et l'objet de consommation. Il y a un usage du corps ou des corps, le corps de la substance comme le corps consommant, et dans cette logique, on est usé par ce dont on use, et on use de ce par quoi on est usé. Et donc c'est ça la bascule logique que je cherche à articuler un peu plus clairement. Et dans cette bascule logique, il y a une fusion de l'idéologie et de la marchandise en une seule entité. La marchandise se substitue à la subjectivité, formant un sujet-marchandise. Et c'est ça la proposition de David Allen pour lire l'œuvre de Burroughs, c'est de dire Burroughs décrit un monde où le sujet et l'objet de consommation deviennent égalisés en une seule et même chose. Et ce qui est intéressant, c'est que ça déborde largement le contexte de l'addiction, puisque c'est la logique de la consommation tout court, quoi. Donc c'est évidemment le tiret ici qui est fondamental dans cette équation, et c'est, comme le dit David Allen, on y trouve dans l'œuvre de Burroughs un manuel de psychopathologie globale où toute marchandise est présentée comme frelatée. Burroughs peint un monde dans lequel les conflits, l'intolérance, les guerres, les banqueroutes et les abus de pouvoir ne cessent d'augmenter. Les addictions de toutes sortes ont presque recouvert la division subjective dans l'avenir incertain de l'humanité polluée. Nous pourrions bien entendu essayer de fermer les yeux, écrit encore David, et espérer que le trop sagace Burroughs se trompe dans ses descriptions d'une conscience schizoïde enfermée dans une folie idéologique globale. Naturellement, la sagesse nous engage à ne pas parier là-dessus. Donc ça répond à la question pourquoi relire Burroughs aujourd'hui. C'est qu'il a décrit presque 70 ans auparavant le monde dans lequel nous vivons. Mais ce qui est intéressant également de Burroughs en tant qu'écrivain, et je pense particulièrement pour des gens qui s'intéressent à la psychanalyse, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la question du savoir et de ce qu'on ne sait pas qu'on sait. Et Burroughs a cette formule très forte. Je postule que la fonction de l'art et toute pensée créative est de nous faire prendre conscience de ce que nous savons et ce que nous ne savons pas que nous savons. Donc il y a vraiment l'enjeu d'une production de savoir à partir du dispositif de la subjectivité. Bien sûr, ça passe par la drogue et ça passe par l'écriture, et je vais essayer d'articuler le lien entre les deux. Il ne s'agit pas, et ça c'est ce que dit Burroughs dans la préface de son premier livre Junkie, il ne s'agit pas de présenter des faits qui sont déjà connus de quiconque s'intéressant au sujet de la drogue, donc il ne s'agit pas de raconter des choses qu'on sait déjà sur la drogue, mais plutôt de prendre les faits connus comme point de départ pour atteindre des faits qui ne sont pas connus. Donc là encore, c'est l'idée de
faire un pas en avant dans l'inconnu. Et c'est là où il y a, chez Burroughs, un entrelac de la drogue, l'écriture et la production de ce savoir. Et cet entrelac, il est, me semble-t-il, analogue à ce que Giorgio Agamben appelle une forme de vie. Donc par forme de vie, Agamben entend la chose suivante. Une vie qui ne peut jamais être séparée de sa forme, où il n'est jamais possible d'isoler et de maintenir à part quelque chose comme une vie nue. Donc dans la forme de vie, il y a un entrelac entre la forme et la vie, tout comme dans le sujet tiré marchandise, il y a un entrelac du sujet et de la marchandise. La minutie des éditions limitées, voire même clandestines des œuvres de Burroughs et la façon dont elle témoigne d'un entrelac total entre la vie de l'auteur et de sa production littéraire, à mon sens, explicite ce concept de forme de vie où ne se sépare pas une vie nue et sa forme. En termes platoniciens, son eidos. Je fais juste un petit rappel parce que c'est quelque chose qu'Agamben souligne dans son œuvre, c'est que chez les Grecs, il y avait 3 termes pour dire la vie. Il y avait zoé, qui était la vie animale, bios, la vie politique, et psyché, l'âme, qui est l'impulsion animante. Et toute l'œuvre d'Agamben a cherché à montrer qu'on a mis de côté la zoé au profit de la bios pour déterminer des vies plus dignes d'être vécues que d'autres. Et l'œuvre de Burroughs, dans ce sens-là, la forme de vie, c'est une résistance à cette idéologie-là, parce qu'elle montre qu'on ne peut pas justement séparer de façon si distincte la vie animale de la vie politique. Et si on continue cette recherche avec Burroughs dans Junkie, on le voit qui cherche à décrire ce qu'il appelle, dans ce livre, et là on voit l'attention encore à la notion de vie, une équation cellulaire qui enseigne à l'usager des faits de validité générale. Donc je vais développer un petit peu la façon dont Burroughs, avec le terme de cellule, met en lumière l'entrelac de vie animale et de vie politique et sur sa façon de jouer avec les mots. Donc Burroughs nous dit la chose suivante. J'ai appris beaucoup grâce à l'usage du junk. Donc je ne traduis pas héroïne par junk, parce que junk ça veut dire l'ordure aussi, et c'est une façon de préserver un peu le tranchant. Voilà, la camelote aussi, la cam. J'ai vu la vie mesurée dans des pipettes de morphine. Donc ça c'est la vie biologique, quoi. J'ai fait l'expérience de la privation agonisante de la maladie de sevrage, junk sickness, et du plaisir de soulagement quand les cellules assoiffées de junk s'abreuvaient au contact de l'aiguille. Peut-être que tout plaisir est soulagement. J'ai appris le stoïcisme cellulaire, cellular stoicism, donc là, hop, la vie rebascule du côté de la politique, que le junk enseigne à l'usager. J'ai vu une cellule pleine de junkies malades, silencieux et immobiles dans leur misère séparée. Donc, de la cellule organique à la cellule de prison. Il savait qu'il était inutile de se plaindre ou de bouger. Il savait essentiellement que personne ne peut aider quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de clé, pas de secret que quelqu'un possède et qu'il pourrait vous donner. J'ai appris l'équation du junk. Le junk n'est pas comme l'alcool ou l'herbe, un moyen pour accroître la jouissance de la vie, a means to increase enjoyment of life. Le junk n'est pas un kiff, a kick, c'est une forme de vie, a way of life. Donc là, je trouve que Burroughs, il donne une consistance expérientielle en fait au concept d'Agamben et il en montre le tranchant justement dans ces formes de vie qui sont a priori exclues de la vie politique, puisque justement l'addict est criminalisé, exclu de la vie politique et soumis aussi à la logique économique qu'Agamben appelle usage des corps, où l'usage des corps pour Agamben, ça renvoie à l'esclavage dans les cités grecques et au fait que c'est, Aristote dit des esclaves, le meilleur qu'on puisse espérer tirer d'eux, c'est l'usage des corps, tandis que les hommes
les citoyens, eux, peuvent participer à la vie politique. Donc là, hop, cette scission. Et le texte de Burroughs, d'une certaine manière, subvertit cette scission en montrant que, non, il y a quand même un stoïcisme cellulaire des junkies. Donc il y a une éthique dans cette forme de vie aussi. Ça, c'est un des arguments, je pense, qui peut être dégagé. Et évidemment, l'expression way of life rend quand même plus accessible l'idée de forme de vie et en même temps nous fait penser à, bien sûr, American way of life et donc à la logique de la consommation. Parce qu'il y a quelque chose d'un enfermement dans cette forme de vie, où la forme et la vie sont égalisées. Il y a une coïncidence totale, d'une certaine façon, de la forme et de la vie et une certaine restriction. Mais là où je trouve ce passage remarquable, si on revient à la production des savoirs, c'est que, ok, Burroughs nous dit ce qu'on sait déjà d'une certaine façon, l'addiction c'est une forme de vie. Mais par rapport à la désaddiction, il donne une équation qui est à mon sens à la fois épistémologique et éthique et qui est presque une maxime. Il n'y a pas de clé, pas de secret que quelqu'un possède et qu'il pourrait vous donner. Et bon, certes c'est du savoir sur le mode de il n'y a pas, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut prendre en tant que tel avec soi et à partir de ça faire son propre chemin. Donc il y a cette dimension éthique qui s'articule, je pense, avec et épistémologique en même temps. De ce point de vue, Burroughs il décrit bien aussi lui-même l'enfermement de cette logique de forme de vie et il dit quelque chose d'intéressant disant « Je pense que le junk est transitionnel entre la matière vivante et morte, entre la vie animale et végétale. On ne peut pas éviter le sentiment que le junk est d'une certaine manière vivant. » Donc là, il y a l'ambiguïté essentielle qui se dégage et qui suggère d'une certaine façon est-ce que la désaddiction ne se serait pas passée d'une forme de vie l'autre? Et justement, c'est là où Burroughs montre que ce serait trop simple du coup, parce qu'on passerait d'une nouvelle chose où il y a des identités qui sont claires et distinctes pour parler comme l'autre. Et Burroughs dit la chose suivante à la fin de Junkie. Quand on laisse tomber le junk, on laisse tomber une forme de vie, a way of life. J'ai vu des junkies le faire en passant à la bouteille, puis finir mort en quelques années. Le suicide est fréquent parmi les ex-junkies. Pourquoi est-ce qu'un junkie qui arrête le fait de sa propre volonté? On ne sait jamais la réponse à cette question. Autrement dit, ce n'est pas une question de volonté, de vouloir ou de ne pas vouloir. Aucune tabulation consciente des désavantages et horreurs du junk ne donne l'impulsion émotionnelle pour s'en débarrasser. The emotional drive to kick. Donc kick, il l'utilise dans deux sens. Il le dit pour s'en débarrasser et pour kiffer aussi. Et là encore, il est dans cette tension. Et ça revient, la décision d'arrêter le junk est une décision cellulaire. Comme un homme qui est parti longtemps ailleurs, on voit les choses différemment quand on revient du junk. Et l'ironie de la fin de ce premier texte de Burroughs, qui est explicitement présenté comme un roman, c'est que là, le narrateur, il nous dit tout ça, Il nous dit, on va passer d'une forme de vie à l'autre, ça va marcher, et ce qui va me permettre de passer d'une forme de vie à l'autre, c'est le yagé, l'ayahuasca. Donc, il part à la recherche de l'ayahuasca, et la dernière phrase du livre, c'est « Le yagé pourrait être the final fix », la réparation finale, mais aussi le dernier shot, Et la conclusion en suspens du roman est bien entendu ironique, puisque dans le reste de l'œuvre de Burroughs va continuer à se déployer cette équation de la forme de vie et de la vie animale, la vie politique, qui deviennent indissociables l'une de l'autre. Mais il va effectivement y avoir un changement de pharmacone. De ce point de vue-là, pharmacone, c'est le terme là qui veut dire poison et remède, puisque le pharmacone deviendra l'écriture après. Donc, Junkie est publié en 1953. En 1951 se passe l'événement de bascule tragique dans la vie de Burroughs, qui est le meurtre de sa femme, Joan Vollmer, dans un moment d'ivresse et de folie. Et dans Queer, qui est le texte paru après Junkie,
dans la préface de l'édition de 1985, Burroughs dit qu'il est forcé d'arriver à la conclusion effrayante que je ne serais jamais devenu un écrivain sans la mort de Joan, et de réaliser à quel point cet événement a motivé et formé mon écriture. Je vis sous la menace constante de la possession, et avec un besoin constant d'échapper à la possession, au contrôle. La mort de Joan m'a donc mis en contact avec l'envahisseur, l'esprit hideux, et m'a entraîné dans une lutte sans fin, dans laquelle je n'ai eu d'autre choix que d'écrire pour m'en sortir, to write my way out. Donc là, on retrouve aussi le signifiant way, de chemin. Et de ce point de vue-là, écrire va devenir pour Burroughs à la fois l'instrument et le véhicule de sa lutte avec cette entité envahissante, qu'il assimilera plus tard, dans sa théorie de base de l'écriture, à un virus, celui de la parole écrite et du mot qui en découle. Et Burroughs a cette phrase géniale, « Qu'est-ce donc que l'écrit ? Littéralement, un virus qui a rendu possible la parole. Le mot n'a pas été reconnu comme virus, car il a atteint un état de symbiose stable avec l'autre. En devenant analogue à un virus, l'écriture elle-même, à l'instar du junk, devient assimilable à une forme de vie, invasive, symbiotique, transitionnelle et interstitielle, brouillant les limites entre le dit et l'écrit, l'externe et l'interne, le propre et l'impropre, le normal et le pathologique, l'humain et le non-humain. L'écriture semble résister à toute tentative d'instrumentalisation et de maîtrise dès lors qu'elle s'empare du destin de ceux et celles qu'elle envahit. Donc nous sommes tous envahis par le virus de l'écriture et voilà, on peut vivre en symbiose ou en dysbiose avec quelque part c'est ce que nous rappelle Burroughs. Et je terminerai juste là-dessus en disant que Burroughs, qui a étudié dans sa jeunesse la littérature à Harvard, qui avait d'ailleurs parmi son parcours analytique ou psychiatrique, je ne sais pas lequel, mais rencontré plusieurs psychiatres. Le premier, oui, était un psychiatre qui était, justement parce qu'il avait été envoyé chez ce psychiatre pour son homosexualité, puisqu'à l'époque on considérait que c'était une problématique psychiatrique. Et Burroughs en garde un bon souvenir, disant qu'il était un gentil monsieur qui lui avait dit quelques mots sur les Grecs et qu'il avait renvoyé chez lui après. Et après, il avait eu un autre psychanalyste, plus tardivement, qui lui avait du mal avec son homosexualité et que Burroughs en était parti. Et comme l'a dit Lacan à propos du nom du père, il avait réussi à s'en passer à condition de s'en servir. Et donc il a toujours maintenu une position finalement de vis-à-vis, je dirais, avec l'analyse, disant voilà, ça lui avait servi, c'était pas sa came, quoi, finalement, pas sa forme de vie, mais il ne la rejetait pas pour autant. Et je terminerai juste là-dessus, voilà, en disant que Burroughs, à mon avis, un peu au fait des Grecs, n'ignorait pas peut-être que sa théorie de base de l'écriture trouve un certain précédent chez Platon dans le dialogue du Phèdre, ce que Jacques Derrida a très bien commenté dans son texte La pharmacie de Platon, où il revient sur l'équivoque que soulève ce mot de pharmakon dans le texte de Platon et le fait que tout se joue au niveau du désir et de l'éros, parce que le jeune Phèdre a sous les bras des discours écrits de Lysias, et c'est ça qui pousse Socrate à sortir de la cité. Phèdre lui dit « Mais tu sors jamais des murs de la cité, tu es un rat des villes, qu'est-ce qui te fait venir avec moi dans les champs ?» Il dit « Tu as, alors, toi pourtant tu m'as l'air d'avoir découvert, c'est Socrate qui dit à Phèdre, la drogue pour me faire sortir. N'est-ce pas en agitant devant elles, quand elles ont faim, un rameau ou fruit qu'on mène les bêtes? Ainsi fais-tu pour moi, avec des discours qu'en avant de moi, tu tendras ainsi en des feuillets en bibliois ou dans des livres. Visiblement, tu me feras circuler à travers l'Attique entière et ailleurs encore, où serait-ce ton bon plaisir. » Donc, je terminerai là-dessus en rappelant que cette conjonction de l'étranger, la forme de vie invasive, on va dire, de l'écriture,
et de la folie également va jusqu'à Platon. Et d'ailleurs, un des passages les plus intéressants de ce dialogue du Phèdre, c'est quand il est question du savoir livresque. Parce que je terminerai là-dessus justement pour dire, voilà, Burroughs, c'est quelqu'un qui produit du savoir, mais qui ne produit pas un savoir livresque, qui ne se contente pas de juste recomposer ce qu'il a pu lire dans des livres, ce que font les plus bêtes d'entre nous, d'une certaine façon, qui passons notre vie dans les livres et qui sommes contaminés par le virus et qu'on le retranscrit. Non, il ne fait pas tout à fait ça, il produit autre chose. Et de ce point de vue-là, il aurait tout à fait eu le respect, je pense, de Socrate, qui dit à Phèdre, qui demande à Phèdre, qu'est-ce qu'on dirait de quelqu'un qui pense qu'il peut soigner les gens avec du pharmacone qu'à partir de ce qu'il a lu dans les livres. Et Phèdre répond, les gens diraient, je crois, que cet homme est fou. Et le verbe grec, c'est un verbe... La langue grecque est belle parce qu'elle utilise bien la voix active, passive et même moyenne entre les deux. Là, c'est de la voix passive, être fou. Donc, il subit sa folie, celui-là. Pour avoir entendu quelque part dans un livre, ou pour avoir mis par hasard la main sur quelques remèdes, pharmakeus, il se figure être passé médecin, alors qu'il n'entend goutte à cet art, cette techné. Et donc là, je pense que c'est en ça que Burroughs demeure pertinent aujourd'hui. C'est que c'est quelqu'un qui parle depuis sa place et qui produit un savoir à partir de sa place et qui invente quelque chose d'autre et qui ne fait pas juste recycler les livres et qui nous engage à avoir une certaine lucidité face à ce virus. Et peut-être que je terminerai là-dessus, et peut-être aussi une certaine distance à l'égard de toute cette égalisation qu'implique le verbe être. Et je dirais que notre philosophe Giorgio Agamben, dans sa grande passion pour le verbe être, a peut-être, il y a quelques années, eu des paroles regrettables au sujet d'un autre virus et d'une autre forme de vie. Et je terminerai là-dessus. On a le droit d'applaudir s'il y a des gens qui peuvent applaudir. Merci beaucoup Nicolas. L'exercice n'est pas facile parce que bien que vous soyez universitaire, là on est presque entre nous, entre junkies, je vais le dire. Ouais. Junkies de la psychanalyse ou de la littérature. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question déjà par rapport à ce que vient d'évoquer Nicolas? Peut-être l'auteur. Alors, je vais faire circuler ce micro comme ça, tout le monde pourra parler l'un après l'autre. Ça sera plus simple pour pouvoir aussi écouter l'enregistrement a posteriori, ou peut-être les personnes qui nous suivent. Là, il y a 3 personnes, tout à l'heure il y avait 6 personnes. Voilà. Donc c'est bien, il n'y a pas besoin de prendre la parole, il y a juste à prendre le micro. Et peut-être parler très très proche. Alors, Nicolas, merci beaucoup. Est-ce que tu peux développer la question du pharmacon? Sans parler de Bernard Stiegler. Tu as le micro, donc Ah bah oui, c'est bon. mais tu as le droit de parler de Bernard Stiegler. Hein. Bah, c'est vrai que moi je suis pas grand lecteur de Bernard Stiegler, donc je ne parlerai pas de Bernard Stiegler. Sur le pharmacon, il a quand même beaucoup sur la question de la technique. Oui. Et le pensée ENSER, pensée PANSER. Sur le pharmacon, je dirais peut-être, rappellerai la chose suivante que Jacques Derrida rappelle dans son essai La pharmacie de Platon, c'est qu'il y a donc le pharmacone, qui est la substance elle-même, qui remet des poisons, et puis il y a un bonhomme qui s'appelle le pharmakos, qui est l'usager du pharmacone. Et le pharmakos, dans la cité grecque, c'est quelqu'un qui fait l'objet d'un sacrifice rituel pour purifier la cité. Et donc on bannit le pharmakos parce qu'il y a une puissance, d'une certaine façon, qui est associée au pharmacone, qui est inquiétante et en même temps rassurante. Je vais peut-être reprendre le passage, parce que c'est Jean-Pierre Vernant, l'helléniste et l'anthropologue, qui a en fait travaillé là-dessus. Et Derrida, il reprend ça très bien dans l'essai. D'ailleurs, pour ceux qui veulent lire le Phèdre aujourd'hui, souvent le Phèdre est édité avec l'essai de Derrida en première partie, et ça vaut le coup
c'est Derrida à son mieux, quoi. Et je trouve voilà, intéressant ce que dit Derrida sur le pharmakos, justement. Il dit on l'a comparé à un bouc émissaire. Mais c'est un peu distinct parce que chez le pharmakos, le mal et le dehors, l'expulsion du mal, son exclusion hors du corps et de la cité sont les deux significations majeures du personnage. Mais en même temps, c'est le pharmakos qui donne la mesure propre de l'humain en opposition au divin et à l'héroïque d'un côté, au bestial et au monstrueux de l'autre. Ça, c'est ce que dit Vernon sur le pharmakos. Et du coup, il n'est pas juste le colporteur d'un mal objectif. Il est ce qui permet la construction rituelle et politique de la cité. Donc ça rejoint tout à fait les analyses d'Agamben qu'il faut un acte d'exclusion radicale pour constituer le corps politique et que donc il y a quelque chose au niveau de l'usage du pharmacone qui est décisif pour la constitution des corps politiques. Et aujourd'hui, malheureusement, la guerre contre la drogue, c'est quand même une façon de perpétuer cette exclusion rituelle du personnage du pharmakos dans ce qu'il a d'inquiétant. Et c'est d'ailleurs quelque chose que remarque Burroughs dans la première édition de Junkie en 1953. Il dit, aujourd'hui, le simple fait d'user d'une drogue, ça peut vous rendre un criminel. Et ça, je pense que c'est aussi une des leçons politiques de l'œuvre de Burroughs par rapport au pharmacone, c'est que de faire du pharmacone un objet d'exclusion juridique, c'est effectivement perpétuer une logique disant, voilà, de cela, l'usage du corps, c'est le mieux qu'il puisse faire, quoi. Pour reprendre la formule d'Aristote par rapport aux esclaves, quoi. Donc là, il y a quelque chose, bon, c'est une hypothèse qui est la mienne, mais je trouve qu'il y a quelque chose quand même de... il suffit d'aller dans la rue et de voir les personnes qui marchent sans chaussures, en hiver, qui font usage de leur corps, ouais. Et qu'on leur dise, bon, ça c'est le mieux que vous puissiez faire, et en plus on fait de vous des criminels. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose dans l'œuvre de Burroughs qui... Et c'est ça, je pense, la portée éthique du concept de forme de vie aussi, c'est de dire, bon, ça reste de la vie quand même. Voilà ma remarque sur le pharmacone. Alors moi, je reviens sur ce livre, David. C'est pas votre premier écrit sur Burroughs. Ça vous poursuit depuis votre jeunesse. Absolument. Depuis que j'ai 15 ans et quelques. Vous avez 15 ans, effectivement. Dans le livre précédent qui a été évoqué par Nicolas, il y a un passage, à un moment donné, où vous avez pris la décision de parler du cut-up. Tout à fait. Donc c'est un livre qui parle de psychanalyse et de psychiatrie, pour faire un peu court, et d'un seul coup, vous nous proposez le cut-up. Et puis pour revenir, parce que ça m'avait beaucoup marqué justement dans cet autre ouvrage, les deux Williams. C'est ce que vous avez évoqué au début, Nicolas. Vous parlez des deux Williams, donc ça manque pas d'humour. Mais c'est quand même étrange dans un livre dédié à des lecteurs de psychanalyse ou de soins, de thérapie, de leur proposer effectivement une méthodologie de cut-up. Donc le psychanalyste, après avoir parlé en tant qu'universitaire, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que tu pourrais en faire un? Ça, c'est pas une question, non une réponse. Pourquoi pas? Ta question me ramène à un CMP abandonné par la raison et par les dieux, où il y avait une psychiatre qui menaçait de se jeter par la fenêtre, donc on évitait de lui laisser prendre des patients trop en difficulté. Un psychiatre qui était le grand chef, qui ne voulait pas faire de la clinique parce qu'il voulait faire de l'expertise. Et un autre psychiatre qui passait, on l'appelait aire de repos. Aire de repos parce qu'un jour, il a appelé la secrétaire. Je cite texto, il a dit Sylvie, décommande mes rendez-vous, les gendarmes veulent que je fasse un contrôle technique. D'où le docteur aire de repos. Bon. Donc on se retrouvait très facilement avec les personnes, vous connaissez tous les CMP, les plus en difficulté,
Et là, j'ai reçu une patiente qui était le résultat d'une relation imposée entre un père et sa fille. Donc, elle était la fille de son grand-père. Ce qui est extrêmement compliqué. Elle était virée des établissements parce qu'elle cassait des pianos. Et la question qu'on se pose, c'est quoi faire? Et ayant une certaine connaissance du COTOP et des rapports entre les situationnistes et Burroughs, je lui ai proposé un appareil qui utilisait son prénom et gramme, basé sur l'idée du télégramme. Et c'était pas tout à fait du COTOP, c'était un mot, un dessin, dans n'importe quel ordre. Et on est arrivé à quelque chose d'une réduction de son malheur, une réduction de sa violence, une réduction du risque d'exclusion. Parce qu'il faut savoir que les institutions, pas assez de personnel, mal payés, etc., leur rêve, c'est de virer les patients, les gamines, les gamins les plus difficiles. Donc on va appeler ça un Williamogramme ou un cotopogramme, on est arrivé à quelque chose qui faisait qu'elle avait un bon contact, je crois, avec le CMP, avec ce qui se passait. C'est pas une thérapie classique, c'est pas de la psychanalyse qui vous fait passer à France Culture. C'est hyper utile dans un certain nombre de situations cliniques où il n'y a rien qui marche. Voilà. Je me limiterai à cette petite remarque pour dire tout simplement que tout ce qu'on peut saisir autour de la production, de l'invention artistique peut parfois servir par des chemins dont on n'a pas idée. Je ne savais pas quoi faire, on ne sait pas quoi faire avec ces difficultés-là. Mais connaître un petit peu le COTOP et toute la tradition surréaliste qu'il y a derrière, Zara en particulier, avec le poème qui, selon la légende, a entraîné une bagarre généralisée parce qu'il a fabriqué un poème avec des mots qui sortaient d'un chapeau, comme ça, le brave Tristan. Tout ce qu'on peut savoir peut servir, il me semble. Alors, il y a, pour faire lacanien, un nuage à trois. Vous êtes trois sur la petite scène, puisqu'il y a une Remington, une machine à écrire, une Remington qui est juste là. C'était pas voulu, hein, c'est un hasard objectif, peut-être. Alors, puisqu'on est dans le vif du sujet, je vous ai tous les deux sur scène. Même si ça a été clarifié par Madame Bousserou dans un article sur Artaud par rapport au fameux docteur L, le cas Artaud. Parce qu'on parle de Burroughs, et donc il y a une spécificité de Burroughs. On peut la découvrir dans ta lecture, David, qui est dans votre analyse, dans ta présentation, Nicolas. Mais il a une spécificité, bien évidemment. Artaud a une spécificité et même des collègues psychanalystes auraient tendance à les mettre dans le même panier, quoi. Les écrivains fous. Alors voilà, je vous tends un peu le micro. Vous êtes équipé, vous êtes appareillé, oui. Encore sans organes. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que effectivement, on parle pas mal d'Artaud en ce moment, notamment suite à la publication du bouquin de Jean Alouche en 2021, Artaud, la leçon de l'esprit. C'est vrai que si on pense théâtre de la cruauté, et si on pense pour en finir avec le jugement de Dieu, c'est quand même une autre voie, VOIE, que la question de la forme de vie, et que cette question, il n'y a pas de secret que quelqu'un pourrait vous donner. Et je pense de ce point de vue-là, je connais pas assez bien l'œuvre d'Artaud pour vraiment dire quelque chose de pertinent, mais il me semble que la place du corps n'est pas la même
parce que notamment cette question de la biologie qui intéressait tant Burroughs, ça pas, à ma connaissance, c'est pas un thème quoi, dans l'œuvre d'Artaud, et je trouve que cette espèce, et là le livre il est vraiment magnifique à cet égard, parce qu'on voit ici par exemple toutes ces planches de biologie qu'il étudiait quand il étudiait. Une mise en page assez particulière. Ouais. Une page en noir et blanc. Donc, je dirais, il n'y a pas photo sur la page en noir et blanc. On reconnaît quelques signes. Et puis, la couleur du corps. Voilà. Mais tu as bien remarqué que j'ai fait exprès sur le corps sans organes par rapport à Deleuze et Guattari. Ouais, qui sont partis d'Artaud, justement. C'est pour tout dire qu'en fait, on parle un peu des mêmes choses, mais on a souvent tendance à mettre tout le monde dans le même panier, ou voilà, nous sommes tous des junkies. David? Alors, j'ai plusieurs réponses. D'abord, je crois qu'il faut relire Oscar Wilde du début à la fin, et pas seulement L'homme et son âme sous le socialisme, qui est détesté en France, je ne sais pas pourquoi. Mais il nous fait comprendre qu'il y a deux formes de production artistique. Celle qui est artistique et celle qui mérite la poubellication. Et je rajouterai une remarque de Joseph Roussel dans un petit livre de réflexion sur la folie sorti il y a 3-4 ans, 2 ans, merci, aux éditions Le Retrait. Et Roussel dit il y a une ségrégation chez les lacaniens purs et durs, un peu fanatiques, un peu post-maoïstes, devenus néolibéral. Il y a une ségrégation entre ceux qui ont les 3 ronds du nous borroméen bien qu'il y faut, et les autres. Et peut-être que cette ségrégation n'a pas lieu d'être. Depuis le temps, je traduis, je lis beaucoup d'auteurs un peu oubliés, on va dire, mais je leur trouve des capacités d'analyse politique que les BHL et les autres ne possèdent pas. Je citerai par exemple Unabomber, Théodore, avec un nom imprononçable, ça va me revenir. Sa critique, l'avenir du monde, de la société. J'ai perdu le titre. The Future of the Industrial World, l'avenir du monde industriel. Kaczynski, voilà. Connu pour avoir envoyé des bombinettes à des scientifiques qui travaillaient sur des poisons toxiques et ainsi de suite. Il a été dénoncé par son frère, un homme qui avait une thèse de mathématiques à 22 ans, professeur associé à Harvard à 22 ans et demi, ça... Et voilà, diagnostiqué schizophrène au sens américain, débrouillez-vous avec ça. Donc il n'avait pas le droit de se défendre à son procès. Mais si vous regardez, alors il faut prendre la traduction publiée par l'Encyclopédie des nuisances, excellente maison d'édition, il faut prendre cette traduction-là, pas celle de Flammarion qui est... un peu relâché, il fait une critique qui nous montre exactement ce qui se passe aujourd'hui. Comment se fait-il que des gens qui n'ont pas le nœud borroméen comme il faut sont de meilleurs analystes politiques que les autres? Eh bien, puisque tu es là, je te pose la question. Moi, je me cache, donc je n'apparais pas à l'image, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas 1, 2, 3, 4 Lacan. Il y a une continuité de recherche, il y a un engagement et une prise de risque, à tel point que les années 70, par exemple, en France, par rapport à l'Italie ou l'Allemagne, on recommande juste, à titre en parenthèse, qu'il y a une très belle rétrospective en ce moment à la Cinémathèque française sur les années de plomb en Italie.
Donc tout ça qu'en fait en France ça s'est passé différemment, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Il y a aussi quelque chose qui a été évoqué dans nos pérégrinations d'Artaud et de Burroughs, on va dire les avant-gardes, les néo-avant-gardes, enfin tous ceux qui essayent de traverser le XXe siècle, qui évoquent Lacan, donc quand Lacan convoque Joyce était-il fou, Lacan il le dit, alors il le dit, il l'enregistre, il est retranscrit, donc il y a aussi cette question qui nous intéresse, la question de l'oralité, la question de l'écriture. Et donc cette prise de risque chez Lacan, qui est quand même quelqu'un qui fréquente un petit peu un monde surréaliste, voilà. C'est peut-être même chez lui que les premières réunions de la revue Acéphale, qui est loin d'être une revue clean, au sens anagramme clean de Celan, par exemple, encore un poète. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la poésie, et beaucoup de collègues lacaniens qui effectivement disent le psychanalyste a une position de poète. Ce que j'entends par là, moi, c'est que ça ouvre. Hein, donc ça, c'est quelque chose, c'est une véritable ouverture. Voilà. Et ce nœud qu'a trouvé Lacan, qui va comme une bague, c'est la même chose que ce qu'il disait 30 ans avant, mais sous une forme autre. Ça fait partie de rencontres. Voilà. Il a rencontré des personnes. Mon copain Michel Thomé, avec son ami mathématicien aussi, les deux mathématiciens, dont un qui quand même a fait l'épreuve ou l'expérience du suicide, hein, pour le second. Donc je crois qu'on est face à cette fragilité de la vie, et ce que tu poses comme question sur le fameux nouage scientifique, c'est la question de la preuve, hein, c'est la question du contrôle, le contrôle assermentant que vous êtes de bons poètes, que vous êtes de bons éditeurs, de bons psychanalystes, qui est le monde dans lequel on vit. Et là, pour le coup, cette ouverture des fameux nœuds, hein, de ceux-là, ils ne sont pas nouveaux, déjà, la première chose, ils ont une histoire, et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une histoire vivante. C'est là où ça nous intéresse. C'est-à-dire que si c'est effectivement un livre tel que le DSM, voilà, puisqu'on parle en mots codés, que ce soit le 4, le 1, le 2, le 5 ou le 6, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, d'un seul coup, on est loin de ces œuvres littéraires appelées folles de Mallarmé, du livre qui n'en est pas un, parce que le projet, il est tout autre. Hein. D'ailleurs, Lacan, lorsque ses écrits sortent, c'est-à-dire c'est déjà un enseignement depuis 15-20 ans de séminaire, il n'y a pas une centaine de psychanalystes en France. En 10 ans, on va passer d'une centaine à 1000 psychanalystes. Et cet ouvrage des écrits, c'est un succès de librairie. Il est publié, il y a 3000 exemplaires en quelques mois. Et Lacan publie un livre qui n'est pas une Bible, mais enfin qui est incompréhensible. Pourquoi? Parce qu'il parle en tant que psychanalyste. Voilà, ça c'est ça. Ce que tu as évoqué, Nicolas, tout à l'heure par rapport à Burroughs, à un moment donné, Burroughs, il parle en tant que junkie, déjà, hein. Voilà, c'est un écrivain. Alors après, il y a aussi cette autre question pour faire un peu plus thérapeutique et pour faire vraiment borroméenne, le quatrième rond, hein, celui qui va permettre à Joyce de s'en sortir, c'est-à-dire les trois ronds ne marchent pas très bien, donc Joyce, était-il fou? Lacan lui dit, il répond pas, voilà, et d'ailleurs il dit on est tous fous, hein, comme ça il n'y a pas trop de soucis, voilà. De quelle manière et comment, ça c'est une autre part de manche, et de quelle manière aussi, c'est écrit noir sur blanc, encore une fois, c'est écrit, non, ça n'a pas été écrit, ça a été retranscrit. Je reparle sur l'oralité aussi de Lacan, il y a des textes qui ont plusieurs versions en fonction de leur... Hein, voilà, de ça, et donc on n'est pas que top, on est effectivement dans une tradition que Lacan connaissait parfaitement bien, qui est les revues d'avant-garde. Une des dernières bibliothèques de Lacan a été vendue chez Sotheby's il y a 2-3 ans. Il y a eu un petit entretien avec le spécialiste chez Sotheby's, voilà, qu'on peut trouver dans le même groupe Facebook où on nous écoute maintenant. Et bien sûr, il y avait par exemple une dédicace de gens très connus, de Roland Barthes, des choses comme ça. Mais il y avait toutes les revues futuristes italiennes dans la bibliothèque de Lacan. Et je rappellerai aussi que Bataille, Lacan, c'est pas simplement une anticipation intellectuelle. Il y a un rapport de corps, elle s'appelle Sylvia. Il y a un rapport aussi de filiation, donc c'est tout ce qui est en jeu. La psychanalyse devenant un outil, c'est peut-être pas ce qui était prévu au départ. Que la psychanalyse soit confrontée avec la science et la modernité, bah, c'est tout être vivant et confronté avec son époque. Voilà. Et ça nous pose des questions. Hein. Lacan, ah non, pas Lacan, Freud, avec Jung, face à New York, disant, ah, nous en rapportons la peste.
Donc je peux vous garantir que si moi en tant que psychanalyste je commence à dire je vais vous apporter le virus du Covid, ou de la Covid, ou pour faire Jean Alouche quelque chose de beaucoup plus neutre. Voilà. Donc il y a aussi cette idée que toutes ces personnes dont on parle, Burroughs ne couchait pas avec Lacan, ça on en est sûr, il n'y a pas besoin d'études de thèse sur le sujet, ils ne se sont pas vraiment rencontrés, ils se sont côtoyés, mais il y a des univers parallèles qui sont des chemins diversifiés, et c'est ce qu'on essaye de faire. Au cas par cas, des êtres dépareillés, dans un monde, effectivement, comme tu l'as dit, comme tu voulais qu'on le pointe sur la part de Burroughs, ultra mécanisé, technologisé, en fait, sous contrôle. Tout ce qu'on veut, c'est que tout le monde soit réellement sous contrôle. Et malheureusement, si c'était simplement le contrôle de la technologie, ça irait. Mais c'est le contrôle biologique, et puis c'est le contrôle des êtres sur les autres êtres. Voilà. Là, le ou la psychanalyste, son engagement contrôle, ou il se met en danger. Donc là, moi je dirais Hölderlin. Voilà, allons-y, soyez des psychanalystes hölderliniens. Et pourquoi pas recevoir dans une tour pendant 25 ans, s'en sortir. Voilà, j'ai un peu mobilisé la parole sur cette question qui reste ouverte. Je me méfie parce qu'après on ne sait pas trop ce qu'on va dire sur ça. Ce qui est certain, c'est que pour moi, il n'y a pas un ou deux ou trois Lacan, je fais exprès, et que le quatrième groupe ou quatrième nœud qu'on pourrait faire là-dessus, il est un petit peu plus compliqué. Et quand on y regarde d'un plus près, ou quand on écoute les enregistrements, puisqu'on les a, par un collègue et ami qui s'appelait Patrick Vallas, on se rend bien compte que ce qu'il en dit à Rome en 1974 n'est pas tout à fait ce qu'il en dit à Paris, et qu'il déplace. En fait, il se balade, il se déplace, c'est vivant, et c'est pas mortifère. Ça donne un silence glacé. Est-ce que quelqu'un a une question pour que les personnes puissent nous entendre? Merci beaucoup. Déjà, comment dire, approcher Burroughs par la psychanalyse, déjà c'est assez innovant, il me semble. Enfin, en tout cas, j'ai pas beaucoup lu Burroughs par ce spectre-là, et je trouve ça très, pour moi en tout cas, c'est bien. Donc je suis très curieux de lire votre livre. Et moi j'ai trois questions. Une question un peu, on va dire, précise par rapport à la citation de Burroughs sur la possession suite, l'idée de la possession suite au meurtre de sa femme. D'où vient-elle? Ça c'est la première question. Deuxième, je me disais, mais d'un point de vue purement biographique, la vie de Burroughs, c'est quand même justement, débute sa carrière d'écrivain, sa quête d'écrivain débute par ce meurtre. Il a été poursuivi par la police, je crois, au Mexique, donc il a fui, il est retourné aux États-Unis, etc. Donc une culpabilité monstrueuse, très certainement. Son avocat s'est très bien débrouillé. L'avocat a donné de l'argent au juge, et puis les choses se sont... Mais sa culpabilité ne l'a jamais quitté. Et voilà, et quand on voit sa vie avec son fils William Burroughs Jr., qui est devenu junkie, qui est mort très jeune, donc une déconstruction totale, destruction de la famille, de l'idée même du... Donc c'est vraiment tragique, enfin, c'est une histoire tragique. Moi je pense Burroughs, sous ses aspects de star, un peu mythique, parce que maintenant c'est devenu vraiment, enfin, je veux dire, même Kurt Cobain le citait, etc. Donc c'était... le langage est un virus, c'est devenu quelque chose de très très connu, quoi. Donc ça c'est plutôt une deuxième approche à laquelle je voulais avoir votre avis, quoi, sur cet aspect vraiment extrêmement tragique, et qui est peut-être lié aussi à justement à la dislocation de la subjectivité. J'ai l'impression que c'est le sujet de votre livre qui m'intéresse beaucoup par rapport à notre actualité numérique, je dirais. On a l'impression d'être en plein dedans. Voilà. Alors, moi j'ai le truc, moi. Nicolas a un micro-cravate et David, vous avez un micro-fil. La citation que j'ai lue, c'est de l'édition de 1985 de Queer. Donc Queer, c'est le texte qui est paru après Junkie, et c'est la préface qui a été publiée à ce moment-là. Donc c'est rétrospectif, donc c'est en 85 qui dit ça. C'est intéressant que vous mentionniez le tragique et la célébrité, parce que je crois que c'est une des choses qu'on peut dire de Burroughs, c'est qu'il a succombé au destin tragique de la célébrité. Enfin, et Kurt Cobain aussi, quelqu'un qui a été pris dans ce moment-là, quoi. D'ailleurs, je me souviens plus lequel meurt en premier, ou si c'est à peu près
en même temps, mais il y a quelque chose comme ça de ces deux destins qui, effectivement, à ce moment dans l'histoire, ont acquis une forme de célébrité qui, dans le cas comme de l'un comme de l'autre, est étonnant, parce que, je veux dire, l'œuvre de Burroughs et Nevermind, bon, c'est des choses qui, a priori, sont pas faites pour plaire au grand public, mais pourtant, en tout cas, dans le cas de... Alors moi, j'ai écouté ça In Utero, qui est le titre de l'album après, donc c'est de la musique qui résonne pour moi, puisque je suis musicien aussi, guitariste de rock, et c'est comme ça que moi j'ai commencé à lire Burroughs quand j'avais 17 ans. Ah bah c'est les rockers qui lisent. Donc bon, il y a quelque chose là qui est effectivement célébrité, tragédie, le destin des grands, comme on disait autrefois, quoi, aussi. Avec cette... Bon, voilà. Tu n'as pas, David Il y a plusieurs choses. Merci de votre question. D'abord, on pouvait discuter avec lui et c'était quelqu'un de généreux avec son temps. Je suis allé à Londres en 82 pour le rencontrer et c'était tout bête. Il y avait un petit filet à l'époque, 82, je lisais Libération parce que c'était pas cher. Il y avait un petit filet dans Libération qui disait Burroughs va se présenter à Londres. Un groupe, une organisation, quelques fauchés, quelques fumeurs de joint qui s'étaient réunis pour faire venir Brian Geesin avec Ramon Chomata, Burroughs, quelques autres pour un festival qui avait lieu au Cinema Roxy à Brixton le lendemain d'une émeute assez importante. L'Angleterre est un pays à émeute, surtout à cette époque. Ça collait bien. Burroughs le lendemain d'une émeute. C'était pas quelqu'un d'heureux et c'était pas quelqu'un. J'ai pu discuter avec Brian Geesin rue Saint-Martin très longuement dans les années après. Geesin aimait bien le circuit des princesses, vendre des tableaux très chers. Burroughs refusait par exemple d'aller aux fêtes de mariage de Mick Jagger avec la réplique « Mais qu'est-ce que je vais faire là ?» Donc il n'était pas à l'aise. Il était content de gagner assez d'argent pour enfin s'acheter une petite maison. C'était quelqu'un qui avait l'habitude de claquer son fric, d'après Brian. Taxi, cam, etc., etc. C'est quelqu'un qui vivait pour son écriture. Et le reste, je crois, c'était secondaire. C'était un père désastreux. Vous avez raison, c'est évident. Pas quelqu'un qui devait faire des enfants. Les livres, c'était déjà très bien. Mais je dirais, ce qui m'a amené à pousser les choses à travers tout ce qu'on peut trouver de ses écrits, que j'ai commencé à lire il y a très très longtemps, entre autres, c'est un théoricien de la fausse conscience. Et une des choses qui m'a frappé, c'est si on prend un sociologue anti-stalinien comme Gabel, qui va travailler toute sa vie sur une théorie de la fausse conscience, et Burroughs, on peut se dire, ça n'a rien à voir. C'est comme le camembert et le cheddar. C'est bon, c'est du fromage, mais c'est pas du tout pareil. Sauf si on fait un pas de plus et on considère que l'un est l'illustrateur, l'autre le théoricien. Et là, il y a une transformation. C'est-à-dire, au lieu de dire que c'est un écrivain fou, patati, etc., passons sur les remarques de Roussel, mais je pense que Roussel a raison. On obtient l'idée, que la proposition RSI, réel, symbolique, imaginaire, ça tient,
cliniquement, c'est utile, mais si on lit Burroughs, si on lit Gabel, surtout si on les lit en même temps, on s'aperçoit qu'il faut mettre un cercle autour, changer le diagramme, avec le grand I de l'idéologie. Parce que Gabel et Burroughs sont tous les deux des théoriciens de la folie idéologique. Et ça, quand les gens en parlent à la radio, ça m'agace, Elisabeth en sait quelque chose. Les gens se plantent systématiquement avec des falsifications, y compris au niveau des traductions, quant au sens profond de ce qu'il essaye de dire. Ces commentaires, un commentaire classique de Burroughs dans son livre d'entretien avec Daniel Audier, sorti chez Belfond quand Belfond existait encore, on lui pose une question sur la guerre au Vietnam, il dit ça c'est une création purement idéologique. Autrement dit, Burroughs, comme Gabel, comme Guy Debord d'ailleurs, qui en parle dans ses notices qui sont bientôt publiées, ils disent qu'il y a la matérialisation de l'idéologie. Et c'est en ça que c'est un grand homme qui n'a pas grand... Joyce, il n'aborde pas ces problèmes-là, c'est pas son truc, etc. Mais je crois que dans la création artistique, un des premiers à avoir pu dire qu'est-ce que c'est que votre monde de Cam, de Coca-Cola, de massacre, etc. Qu'est-ce que c'est? C'est la matérialisation de l'idéologie. Et en ça, on peut considérer, je considère en tout cas, que c'est un grand bonhomme, tout comme Théodore Kaczynski, peu importe comment il fait son œuvre ou pas, restera un des critiques majeurs qui a su, ils ont su tous deux annoncer la crise qu'on traverse actuellement, voilà la crise qui passe, à savoir cette emprise de l'idéologie sur le monde. Et voilà, je vais terminer avec ça parce que j'ai un petit peu débordé votre question, je vous prie de m'excuser. Mais page 21 de la Révolution électronique, l'édition bilingue, anglais-allemand. Burroughs dit la folie idéologique, je résume à ma façon, hein, mais c'est ça, vous pouvez vérifier. Il dit la folie idéologique, c'est quoi? C'est vous prenez l'expression la plus extrême d'un groupe, vous donnez cette expression par les médias, par X, par TikTok, tout ce que vous voulez, vous les donnez à un autre groupe et vous aurez une réaction encore plus extrême. On va tous les brûler. Alors vous mettez ça à l'autre groupe, eh ben, il répond, ben, vous allez nous brûler, on va vous brûler aussi avec des missiles. Et Trump est presque une créature qui aurait pu s'échapper d'un inédit de Burroughs. Ça aurait été un inédit de Burroughs, ça aurait été bien, parce qu'on aurait pu le lire, on aurait pu rigoler, faire des thèses à l'université. Le problème, c'est ce qu'il décrit, c'est très exactement ce qui nous pend au nez et ce qu'on reçoit de façon déformée, certes, chaque jour, dans les chaînes, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, interprétez ça comme vous voulez, les chaînes d'information. Voilà, j'ai un petit peu débordé votre question, je m'en excuse. Alors moi, je recommande la lecture quand même d'un petit livre sur la vie de Burroughs qui s'appelle William Burroughs. C'est chez Jean-Michel Place et c'est écrit par un poète, cinéaste rock'n'roll qui s'appelle F.J. Osang. Mais surtout, il y a aussi un autre aspect, puisqu'on est chez les poètes, il y a aussi Ginsberg, bien évidemment, mais surtout Ginsberg rencontre un type dans un taxi à New York, ils sympathisent, ils font tous les deux de la poésie de manière un peu différente. Alors il y en a un, il vient du Tibet, et il a quitté le Tibet parce que l'armée chinoise est arrivée, et puis l'autre c'est Ginsberg, voilà, compagnon de route, et puis ce qui va amener à ce que William Burroughs intervienne au Naropa Institute dans les années 70, c'est-à-dire le grand campus de la méditation introduite en Occident par Shogun Trungpa. Donc ça c'est un aspect quand même assez surprenant, voilà. Et alors
effectivement, on ne peut pas trop en dire plus, si ce n'est qu'on trouve quelques textes en français. On a eu l'occasion d'inviter quelques spécialistes là-dessus, parce que c'était au Narapo Institute, des endroits où aussi on faisait du théâtre expérimental, avec les couleurs, la perception. Bon, ça c'est ça, de quelle manière on peut s'en sortir. Et puis peut-être une anecdote sur un livre, elle aurait voulu participer, mais elle n'était pas disponible aujourd'hui. C'est mon amie Clémentine Houg, qui a fait une thèse sur le cut-up. Et avant que sa thèse soit publiée, on s'est rencontrés. En fait, on s'est rencontrés après la chute de Ben Ali en Tunisie, sur un colloque qui s'appelait La Révolution. Voilà. Et il y avait des Tunisiens universitaires qui avaient vu cette femme s'intéresser à la révolution électronique. Et donc, ils avaient trouvé ça intéressant qu'après la chute de ce personnage en Tunisie, où l'Internet avait beaucoup joué, on puisse l'inviter. Voilà. Donc ça fait beaucoup d'éléments. Moi, je rajouterais juste qu'il y a des quality streets là pour les personnes présentes, parce que c'est important. On a parlé de corps, Nicolas. C'est vrai qu'il a vécu à Londres. Ça, c'est un produit typiquement anglais. Alors, juste pour dire qu'il y a quand même une exposition qui vient d'être inaugurée dans une galerie à Paris, la galerie New Gallery, à l'initiative de quelqu'un que tu as cité tout à l'heure, c'est Ramucho Mata. Je conseille à toutes les personnes. Est-ce que quelqu'un d'autre, madame, est-ce que ça vous a appris quelque chose? Pour moi. Parce que Je n'ai pas prévu de parler. Mais c'est pas grave, vous pouvez dire que vous ne voulez pas parler. Je ne peux pas parler. Non, je rigole. Alors, je suis vraiment venue par curiosité. Donc, c'est un territoire tout neuf pour moi. Donc, je suis une exploratrice qui, pour le moment, a les deux pieds dans la gadoue. Mais je dis ça avec humour. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la question de l'auteur face justement à cette folie totalitaire qui m'a intéressée parce que j'ai acheté le livre. C'est pas mon exemplaire d'ailleurs, si quelqu'un ne l'a pas encore vu. Je l'ai vraiment acheté pour ça, de voir comment Proche du micro, l'auteur... madame. Merci. Voilà. Pour les personnes qui nous écoutent ou nous suivent. Donc, c'était une pure curiosité. La psychanalyse n'est pas non plus mon domaine. J'en ai entendu parler, Jung, Lacan, je connais un peu. Mais voilà, c'est vraiment un territoire que je découvre. Et l'auteur aussi, que je n'ai pas encore lu et qui me donne encore plus envie de le découvrir aujourd'hui. Donc voilà, je viens au territoire inconnu, pour le moment. C'est le titre d'une émission. Ah bon. Voilà. Moi, je rappelle juste quand même que c'est la deuxième rencontre que je propose chez Armel Louis à la Lucarne des écrivains. La première, c'était quand même sur Alexander Trocky, avec effectivement un livre écrit par Christophe Bourseiller, on en parlait tout à l'heure. Je le dis parce qu'en fait, dans ce livre, Christophe explique sa fascination pour Guy Debord et les situationnistes. Et alors là, pour le coup, le personnage médiatique de Trocky, c'est quand même quelqu'un qui est une espèce de star dans les années 70, avec aussi un rapport avec certaines substances. Voilà. Et de quelle manière Christophe Bourseiller, lui, dialectiquement, on arrive à non pas tuer le père, mais savoir y faire avec les noms du père, et en tous les cas, ça veut dire s'en servir. Voilà. Et donc il y a quelque chose, de quelle manière, il le dit entre guillemets, puisque lui vient d'une génération d'après 68, de quelle manière on peut être entraîné. Voilà. On peut être contre, et puis on peut être ni Dieu ni maître, en quelque sorte, voilà, pour faire un peu court dans la multiple variété des couleurs. Est-ce que quelqu'un veut dire autre chose? Ou pas? Je ne sais pas combien de temps on a parlé. On a parlé pendant un peu plus d'une heure. En tous les cas, il y aura dédicaces par vous, David, Franck, Hélène. S'il y a assez de temps, je voudrais dire quelques mots sur le pourquoi du livre. Ah ben, Si ça, oui. sauf si, Oui. si on est... On a tout le temps. On a tout le temps. Ok. Vous voulez le micro? Oui, bien sûr. Oui, parce que ce qui n'a pas été dit, c'est qu'il y a quand même deux auteurs. Tout à fait. Ah, Et voilà, donc je ça, voudrais là-dessus, c'est bien que tu parler, précises, c'est voilà. difficile de parler à la place des autres, mais dire quelques mots de ce qu'il y a dedans. Donc, déjà, pourquoi ce livre? Pourquoi ce livre maintenant? Pourquoi ce livre maintenant? Mais le livre, c'est une recherche qui, le début du début, a été publié dans une revue Language and Psychoanalysis il y a maintes années. Mais
la décomposition des formes idéologiques m'a encouragé, je crois, de faire quelques pas de plus. J'ai dit tout à l'heure, Gabel avec Burroughs, c'est invraisemblable, mais nécessaire. Qui est Gabel déjà? Juif hongrois, marxiste, anti-stalinien, psychiatre qui n'a pas pu être titularisé parce qu'il était détesté par le Parti communiste, détesté par les Sartriens. Et Gabel n'était pas un diplomate, c'était pas quelqu'un d'arriviste, il ne savait pas, comme disent les jeunes, faire de la lèche. Il avait plus de publications que tout l'hôpital réuni. Et il avait un certain mépris pour les imbéciles. Et ça, je crois, quand on est hongrois, juif hongrois, qu'on n'a pas la nationalité française, ça ne pardonne pas. Gabel et Burroughs partagent, je crois, mais peut-être que vous ne serez pas d'accord, l'idée d'un point aveugle dans la pensée, un point aveugle dans le raisonnement. Et j'ai adoré ce que Nicolas a dit par rapport à Junkie, parce que Junkie, c'est un petit peu ce que les architectes appellent le bleu, la matrice première. Pourquoi je dis ça? C'est l'algèbre du besoin. Burroughs n'est pas un théoricien du désir. Il n'y a pas d'histoire de les gens, ils se croisent, ils s'aiment, ils habitent dans la forêt et ils font des enfants ou bien ils s'amusent. Non. C'est la dépendance. L'algèbre du besoin, c'est aussi le titre d'une excellente étude de Eric Mottram qui remet Burroughs à sa place de critique de la modernité, de critique d'un capitalisme hors de contrôle. Ensuite, le 11 septembre, est-ce que c'est ce jour où on est passé, selon ma propre théorie, d'un monde orwellien à un monde burroughsien, c'est-à-dire découpé, décomposé, sans limite, avec des policiers qui peuvent tuer, violer, exactement comme Burroughs le théorise. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un policier dans les romans de Burroughs? C'est quelqu'un qui viole, quelqu'un qui tue. C'est à peu près ça. Burroughs exige un autre dictionnaire. Peut-être ce dictionnaire, petit à petit, nous rattrape. Pourquoi le 11 septembre 1959, Burroughs publie, comme vous le savez sans doute, la première édition de The Naked Lunch chez un petit éditeur, Girodias, un escroc sympa, on va dire. C'est comme ça que Burroughs en parle. Un gentil escroc qui voulait piquer le copyright. Burroughs a pu se défendre, récupérer le copyright. 1959, Burroughs parle déjà des loupards qui s'amusent, des loupards rock'n'roll hooligans, playing chicken with passenger planes, hein, des loupards rock'n'roll qui s'amusent à balancer des avions pleins de passagers contre les immeubles. Alors effectivement, 59, on va dire, c'est pas possible, c'est n'importe quoi. C'est des écrivains fous, ils n'ont pas le nœud borroméen dans leur nez comme il faut, etc. Le 11 septembre, on s'aperçoit qu'un grand nombre de choses qu'il a pu décrire dans une tradition satirique qui remonte à Swift, pour les anglophones, peut-être avant Swift, mais avant je ne connais pas, un grand nombre de choses qu'il a mis sur papier se réalisent. Et là, tout d'un coup, c'est beaucoup moins drôle. Ce n'est plus drôle du tout. Alors, j'avance cette idée que Trump est une créature terriblement burroughsienne, et je le dis avec douleur, non pas avec plaisir. Mes références dans le corps de Burroughs, c'est le personnage de P.J. ou alors I.J.,
ou alors Old Man Bigfoot qui possède du pétrole, beaucoup d'argent. Ils ressemblent tous trois à Trump par beaucoup de côtés. Oh, je pourrais parler encore toute la soirée, mais je dirais simplement en conclusion, de mon point de vue, lire Burroughs permet d'aborder les réalités de la situation politique d'aujourd'hui autrement. Voilà, je vous remercie encore de votre présence et je vais passer le micro à Franck. Alors moi je remets un jeton au casino. On pourrait poursuivre sur l'antipsychiatrie, sur Toskayev, et puis sur la convocation des multiples expositions qui sont passées par le Palais de Tokyo, les abattoirs à Toulouse et à Barcelone au Magba, sur un art bien sympathique. Et en fait, ce que vous nous montrez, tous les deux, puisqu'on se tutoie, c'est qu'il y a une suite à l'enfer, et que c'est peut-être ce côté obscur qui peut-être rend le personnage sympathique parce qu'il est bankable. C'est le Che Guevara, je dirais, de la contre-culture. Voilà. Et ce que je vous propose, c'est que David Frankelin, vous allez accepter de faire des signatures pour les personnes qui ont acheté le livre. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Nicolas, on peut vous écouter quand à l'école lacanienne de psychanalyse, le séminaire de notre copine? La prochaine édition du séminaire, c'est le 16 mai. Et vous parlez le 16 mai? Non, ce sera Florence Frappard qui va parler. Il y a également, pour ceux que ça intéresse, jeudi soir à l'école lacanienne de psychanalyse, un séminaire qui commence dans sa 3e séance sur les récits de fin du monde. Donc là, on reste dans le thème. Je fais le lien, pas pour promotionner une école par rapport à une autre, mais vous avez évoqué le livre de Jean Alouche, donc sur Antonin Artaud. Et c'est aussi dans le cadre de l'école lacanienne de psychanalyse qu'un auteur qui a sa plume dans le canard enchaîné a écrit plusieurs textes sur la question de l'intelligence